Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Le chemin vers soi-même, ce podcast qui vous accompagne à voyager au cœur de vous-même, au travers de clés, de mantras, d'expérimentations, mais aussi de compréhensions qui sont les miennes. Je vous donnerai quelques clés pour pouvoir avancer en toute autonomie vers votre épanouissement, de manière à vivre une vie plus consciente et plus alignée à vous-même. Je suis Marie-Catherine, ostéopathe et thérapeute émotionnelle et je suis ravie de pouvoir vous proposer ce contenu podcast. Belle écoute à tous! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 9e épisode du podcast Le chemin vers soi-même. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder la thématique de la dualité, comment trouver l'équilibre au sein de la dualité de manière à pouvoir exister dans toute son entièreté et en étant aligné. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver donc pour ce premier épisode du printemps. Bientôt, dans quelques jours, on n'est pas encore au printemps, donc du coup le dernier de l'hiver. Voilà, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit épisode un peu à la cool. J'ai pas préparé de trame pour être honnête avec vous. J'avais envie de vous parler donc de cette thématique de trouver l'équilibre et surtout de la dualité parce que c'est un sujet qui est beaucoup revenu ces derniers temps, que ce soit au sein de ma famille, avec mes patients, et je trouvais intéressant de le développer. Voilà. Par où commençons ? Nous, alors déjà ce concept de la dualité, j'avais envie d'y revenir dessus parce qu'aujourd'hui, dans notre société, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, on a tendance quand même, je crois, à avoir une vision des choses qui est dichotomique, très duelle. C'est-à-dire soit c'est loin, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. C'est comme, on dit cette expression, c'est jamais tout blanc ou tout noir, mais en fin de compte, dans notre fonctionnement, on est très souvent en train de faire soit c'est noir, soit c'est blanc. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous partager mon point de vue par rapport à ça. Alors je rappelle, pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, vous savez, mais pour celles et ceux pour qui ça serait le premier épisode qu'ils écoutent, j'ai choisi de faire ce contenu pour vous partager ma vision des choses à l'instant T qui plus est. Puisqu'on est en constante évolution et donc avec les expériences qu'on vit, les choses qu'on entend, les contenus qu'on écoute, enfin voilà, toutes ces connaissances qu'on acquiert, forcément nos points de vue changent de manière régulière. Et ce que je vous partage aujourd'hui n'est absolument que mon point de vue. Vous partagez ou vous partagez pas. Ne prenez pas ce que je vous dis comme vérité absolue. Je ne détiens pas la vérité absolue, mais très probablement une partie de la vérité, tout comme vous. Et donc voilà, aujourd'hui c'était un peu statuer sur ça. Voilà. Donc en Occident, dans le monde d'une manière générale, je crois dans notre culture occidentale, chrétienne, ce que vous voulez, on a souvent tendance à partir du principe que les choses sont opposées. Et donc, on a oublié qu'au milieu entre ces deux opposés-là, il y a des nuances. Et c'est important de rappeler que les nuances, elles existent. Pour revenir à ce concept des parts blessées dont je parlais dans un épisode précédent, je pense que c'était le 2e épisode du podcast, on a tous en nous, de par notre expérience de vie, de par notre référentiel, de par nos croyances, de par nos programmations inconscientes, on a tous des parts de nous qui cherchent en fait à s'exprimer parce que, étant donné qu'elles sont en souffrance, elles cherchent leur réconfort en fait par quelque chose d'extérieur jusqu'à ce qu'on les mette en lumière, qu'on comprenne pourquoi elles sont là et qu'on apprenne à les rassurer soi en toute autonomie, de manière à ce qu'effectivement quand elles nous impactent de manière négative dans notre fonctionnement de tous les jours et qu'elles freinent un petit peu le fait qu'on puisse grandir et s'élever et avancer,
pendant ce temps-là, elles ont tendance à se rassurer avec des choses qui sont peut-être pas forcément, pas très forcément lumineuses. C'est ce que beaucoup vont appeler le travail de l'ombre. Et comme je l'ai énoncé dans des épisodes précédents, ce travail de l'ombre, ça prend du temps et on est tout autant constitué d'ombre qu'on est constitué de lumière. Et donc, ces parts d'ombre, très souvent, en nous-mêmes, on a du mal à les aimer, on a du mal à les accueillir, on a du mal à leur laisser prendre de la place. Quand elles tentent de prendre de la place, en général, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de vouloir l'enlever. Ou du moins qu'elles se manifestent pas trop. Parce que souvent, elles nous font faire des choses que soi-même, on ne juge pas bonnes. Vous voyez, donc déjà, quand on est dans ce principe de dualité, très souvent, il y a la notion de jugement qui est associée. Le jugement, c'est un stratagème égotique, c'est-à-dire qu'au vu de son référentiel de valeur, le mental, l'ego va nous faire dire c'est bien, c'est pas bien. Mais en fin de compte, peut-être que pour quelqu'un d'autre, il n'aura pas le même avis sur la question. C'est bien là qu'on relève qu'effectivement, ça relève justement d'un référentiel qui est tout à fait personnel. Donc, ces parts d'ombre qui se manifestent, très souvent, on n'a pas envie de leur laisser de la place. Or, quand on fait ça, quand on ne veut pas qu'elles prennent de la place, ça veut dire qu'on cherche à changer qui on est aussi, et qu'en plus, on est dans la non-reconnaissance de ce qui est à l'origine en fait de leur manifestation, c'est-à-dire une douleur, une souffrance, quelque chose qui n'a pas été pleinement vécu, qui n'a pas été accepté, qui n'a pas été reconnu à l'instant T où l'incident qui a créé ça s'est produit. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on cherche, et notamment beaucoup dans tout ce qui est développement personnel, spiritualité, on veut devenir la meilleure version de soi-même. Mais en fin de compte, c'est quelque chose, je crois, d'assez utopique et pour le coup d'assez illusoire, dans le sens où on a tous une histoire, on a tous des dysfonctionnements, on a tous des souffrances qu'on ose montrer à l'extérieur ou pas. Mais on fonctionne tous de la même façon, pas sur les mêmes points, mais on fonctionne tous de la même manière. On a tous un système de défense, on a tous... Voilà, je crois que vous avez saisi l'idée de ce que j'essaie d'exprimer. Et en fait, l'idée, c'est pas forcément à tout prix de vouloir gommer ces traits-là que l'on juge non louables. C'est renforcé aussi par le fait que du coup, l'extérieur, la vie d'une manière générale, va venir... de manière à ce qu'on puisse mettre en lumière ça, va venir taper dedans. Enfin, vous voyez, va venir nous le jouer dans notre vie de tous les jours. D'où les expériences aussi inconfortables ou douloureuses ou désagréables qu'elles puissent être, que l'on va vivre tout au sein de notre vie. Tout ça, c'est pour nous rendre service. Mais étant donné que c'est pas parce qu'on les conscientise qu'elles vont s'apaiser de suite, il y a quand même... pendant une très longue période, en fait, ces parts-là vont s'exprimer. Donc, ça veut dire que pendant une période donnée, on va continuer à fonctionner avec ces schémas qu'on appellerait dysfonctionnels ou ces parts-là de nous dont on a honte ou dont on a peur. Voilà. L'idée, c'est que plutôt que de vouloir les faire disparaître, parce que de toute façon, on sait très bien que notre histoire, on ne la changera pas, que de toute façon, si notre âme a décidé de venir s'incarner sur Terre, dans un corps de matière et de vivre plein de choses, elle sait très bien ce qu'elle a à transcender. Et donc pour pouvoir transcender les choses et pour pouvoir évoluer, on est d'accord que c'est pas quand tout va bien, que là on se dit tac tac tac, allez tiens, aujourd'hui sur quoi je vais travailler ? Non, pas du tout. Quand tout va bien, on a plutôt tendance à profiter et à vouloir que ça continue comme ça. Et les moments de nos vies où on grandit le plus, ce sont justement les moments de vie qui sont difficiles, où on est challengé, où on est sorti de notre zone de confort. Et donc finalement, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, plutôt que de les diaboliser, de diaboliser cette dualité qu'on analyserait comme du mal, c'est comment en fait j'arrive à lui donner une place finalement qui soit plus juste. C'est-à-dire qu'au lieu que ça vienne me submerger et que ça vienne en fait
me faire horreur, c'est ok, déjà j'accepte qu'elle soit là, j'accepte qu'elle fasse partie de moi, et comment je la fais cohabiter avec son inverse exact. Je vous donne un exemple, c'est ce dont je parlais avec mon frère ce week-end juste, où on parlait par exemple du fait que vous pouvez très bien être quelqu'un de très généreux, qui sera vraiment, comme on dit, le cœur sur la main, qui sera toujours là pour rendre service aux gens qu'il aime, même aux gens qu'il ne connaît pas. Et à la fois, si vous regardez bien, vous avez aussi en vous une part qui est très égoïste. Euh, ben voilà, quand par exemple il y a quelque chose, vous êtes à une soirée et il y a quelque chose que vraiment vous aimez beaucoup et il en reste que deux ou il en reste qu'un et un pote à vous vous dit ah tiens moi ça me dirait bien, bah ouais en fait qu'est-ce que vous allez faire, est-ce que vous allez le lui donner et finalement vous mettre en colère parce que l'autre il a pris le dernier et que en fait vous en aviez envie, ou est-ce que en étant dans l'amour de vous vous auriez plutôt tendance à lui dire bah écoute oui je comprends que ça te donne envie mais finalement moi je l'ai vu la première et vraiment moi aussi j'en ai très envie donc je suis désolée mais je vais le garder pour moi. Alors je sais pas, peut-être il y en a qui vont être choqués de ça, mais aujourd'hui en étant dans l'amour de moi, je sais que personnellement c'est quelque chose que j'oserais dire, du moins dire, pas forcément faire, ça dépend après de la réaction de l'autre en face, mais dans tous les cas rien ne m'oblige à lui donner. C'est pas parce que je suis quelqu'un de généreuse que je suis obligée de lui donner. Tout dépend dans quelle case en fait je me mets et à quoi ça va répondre. Si j'ai peur que l'autre m'en veuille et me fasse la gueule et ne soit plus mon ami, en fait je vais le lui donner. Mais on voit bien que du coup ça répond à une insécurité en nous, le fait de lui donner. Parce qu'on a peur de plus être aimé ou voilà. Mais finalement, en soi, ce n'est qu'un apéritif. Enfin, vous voyez, ce n'est qu'un oui, ce n'est qu'un apéritif. Donc, quelque part, il n'y a pas vraiment d'enjeu derrière ça. Donc, l'idée, c'est j'assume, en fait, j'assume cette part de moi qui a aussi envie de se faire plaisir de temps en temps. L'idée, c'est pas de le faire tout le temps non plus, c'est de trouver l'équilibre, en fait. Mais, c'est. Si on se dit, ah bah non, 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 moi je suis pas du tout quelqu'un d'égoïste, moi je suis que généreux, en fait, les fois où on va, soit du coup dans cette situation-là, après, ça va ruminer, on va dire purée, bah oui, mais quand même, j'en avais vraiment besoin, j'en avais vraiment envie, et puis en fait, l'autre, il vous a pas mis le couteau sous la gorge pour vous le donner. Vous voyez, il a simplement exprimé quelque chose dont il avait envie. Pourquoi lui serait plus légitime d'exprimer ce dont il a envie que vous, finalement? Et l'idée, c'est que c'est pas non plus dans le fait de choisir que je ne lui donne pas que ça fait de moi quelqu'un d'égoïste, mais j'ai le droit à certains moments d'avoir une part égoïste en moi qui existe. Et en fait, c'est ce que j'expliquais à mon frère, c'est à partir du moment où je vais reconnaître quelles sont mes zones d'ombre, ou même, en fait, à partir du moment où je vais être OK avec cette étiquette de moi, je sais très bien que je ne suis pas que l'un ou que l'autre. J'ai le droit d'être absolument les deux. Et de finalement trouver cette voie du milieu. Entre justement à quel endroit moi je vais mettre le curseur entre généreux et égoïste. Vous voyez ? L'idée, c'est que quelqu'un de trop généreux, il va vraiment se faire passer en tout dernier, tout le temps, toujours, et finalement, il ne va vivre que au détriment de l'autre. Et au final, les autres, à force, pour lui faire prendre conscience que c'est pas bon, c'est les gens qu'on... Peut-être, ça vous est déjà arrivé de vous sentir comme un paillasson. Les gens, ils prennent, et puis vous avez jamais rien en retour. Non pas que vous donnez pour avoir quelque chose en retour, mais c'est qu'à trop donner, les gens prennent ça pour acquis, et donc en fait, il n'y a même plus de respect de vous-même, finalement. Donc... Et à être trop égoïste, les gens, c'est pareil, ils vont dire ouais non, lui en fait ça sert à rien qu'il soit dans notre vie, en fait il fait que pomper et du coup on lui propose plus jamais rien parce qu'on sait que voilà c'est quelqu'un qui va profiter. Mais c'est où est-ce que je mets le curseur entre ces deux extrêmes là, vous voyez? Et c'est Chloé Bloom qui a fait un très bel épisode par rapport à ça, qui parlait justement de la voie du milieu, trouver l'alignement par rapport à ça, et qu'elle disait qu'en général, pour savoir dans notre expérience propre à quel endroit je mets mon curseur, on a tendance à expérimenter les deux extrêmes pour en fait au bout d'un moment presque s'en dégoûter et du coup revenir bam de l'autre côté. Et en fait quand on a expérimenté les deux extrêmes, c'est là où on dit en fait moi mon équilibre il est là. Et peut-être que chez certaines personnes il sera légèrement plus à droite et chez d'autres personnes il sera légèrement plus à gauche. L'idée c'est déjà de détricoter les croyances qui font que on a tendance à être trop dans un extrême ou trop dans l'autre, et finalement
en mettant le doigt dessus, d'arriver à accueillir ces parts de nous, ces parts blessées en nous qui vont se manifester, pour arriver à les reconnaître, mieux les accueillir et mieux les appréhender et vivre des expériences différemment de ce qu'on faisait avant. Parce que si j'avais donné mon apéritif à mon ami, j'aurais bien vu que ça crée un inconfort. Enfin, ça crée un inconfort. Si je l'avais pas donné, pardon, je reprends. Si j'avais pas donné mon apéritif à mon ami, alors que jusqu'alors, justement, je faisais toujours passer les autres avant, au début, il y a un petit moment où on se dit, ah, quand même, ouais, ok, je me suis choisie, j'étais dans l'amour de moi, mais ça pique, quoi. Est-ce que vraiment il va pas m'en vouloir? Enfin, vous voyez, il y a des choses qui vont se mettre en jeu. Et en fait, avec le temps, vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être lui poser la question, est-ce que tu m'en veux de pas te l'avoir donné? Il va dire, bah, bien évidemment que non. En général, si c'est un bon ami, il va vous dire, ben non, en fait, tu avais le droit de le garder. Vous voyez, il n'y avait pas d'enjeu de vie ou de mort. Et là, le mental, il va se dire, ah, en fait, ça va, finalement, je peux très bien être aussi un peu l'autre. Voilà, donc c'est pour trouver ça, cette voie du milieu, en fait, et cet équilibre de à quel endroit je suis OK avec moi, tout en étant dans l'évolution et le travail, en fait, de mes schémas répétitifs et de ma zone de confort qui finit à terme par être délétère, en fait, pour moi. C'est comme ça qu'on arrive à trouver la voie du milieu. Au début, on essaye, c'est pas très confortable, et puis en fait, après, ça va mieux. Pour en arriver là, c'est important d'arriver à être assez objectif sur soi-même. Et ça, on y arrive justement quand comment dire? Au début, il y a vraiment des sentiments très pesants, des sentiments qu'on pourrait juger négatifs, qui arrivent. Tout ce qui va être la honte, tout ce qui va être la culpabilité, tout ça qui va se manifester parce que justement, on sort d'une zone de confort, on sort d'un système de croyance qui pour l'instant est plutôt confortable, même si on y trouve un certain déséquilibre. Et donc, c'est d'arriver à aller voir au-delà de cette honte. Moi, j'aime bien parfois raisonner par l'absurde. Euh, C'est-à-dire, vous prenez un très très bon ami à vous, par exemple, et vous vous demandez quel est son pire défaut. Et en fait, globalement, si vous vous demandez ça et que c'est un ami à vous, c'est-à-dire que malgré son pire défaut, vous l'aimez quand même. Donc dites-vous ça par rapport à vous, en fait, de vous dire, ok, admettons que je suis comme ça, parce que les autres me le disent, et ça pique à chaque fois, et je supporte pas qu'on me dise que je suis comme ça. Mais justement, si je supporte pas, c'est que ça vient vraiment toucher quelque chose de profond. Et si je supporte pas, quelle est l'émotion en moi qui vient? Est-ce que j'ai honte? Est-ce que j'ai juste envie de lui casser la gueule et, euh, et qu'il n'existe plus? Enfin, vous voyez, en fait, c'est quoi la réaction par rapport à ça? Est-ce que ça me dégoûte aussi? Le dégoût, c'est un très bon, c'est un très bon signe pour savoir voir quelque chose qui est en souffrance derrière. Et donc, tout ça, demandez-vous pourquoi. Et finalement, est-ce que ça pourrait être possible que je transforme ça en changeant simplement la manière dont je le vois et dont je l'envisage? Quelle est ma relation en fait avec ça? Quelle est la relation que j'ai avec cette part de moi dont j'ai honte? Euh, Moi par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Ah bah le bazar, par exemple. Il y a une part de moi aujourd'hui qui laisse, enfin depuis toujours d'ailleurs. Vous voyez là, ça pique hein, quand je vous le dis. Mes parents, mon père surtout notamment quand je vivais encore avec mes parents, me disait MC c'est pas possible, tu laisses traîner tes affaires partout, tu sèmes partout, du coup tu nous envahis. Oh, c'était terrible quand on me disait ça. Et à la fois, dans mon travail, je suis très organisée. J'ai eu travaillé en équipe pendant longtemps. J'adorais ranger absolument bien les uniformes, taille par taille, chacun son truc. Et c'était quelque chose dans lequel je m'éclatais. Et à côté de ça, chez moi, ça m'arrive, bah, là en ce moment, sur ma chaise, dans ma chambre, j'ai une pile de vêtements que je dois juste ranger dans mon dressing, mais que j'ai pas à ranger. Donc à la fois, je peux être hyper organisée et hyper... alors j'irai pas jusqu'à dire... vous voyez, le mot me vient pas. Maniaque. Mais par contre, dans le travail, c'est vraiment tout ranger. J'aime bien réorganiser, re-ranger. Et à la fois, quand on rentre dans ma chambre, on se dit, mais cette fille, elle est pas du tout organisée. Mais donc, ces deux parts de moi cohabitent. Et effectivement, aujourd'hui,
Ben ouais, ok. J'arrive à admettre qu'effectivement, il y a une part de moi qui est pas ordonnée. Euh, et en fait, le fait de l'assumer, déjà, ça veut dire que je vais pouvoir mettre des plans d'action en place parce que je vois bien que moi, ça m'agace finalement de voir ma chambre dans cet état-là ou de voir la chambre de ma fille en bazar. Euh, et du coup, je me dis, ok, je me mets des deadlines parce que je sais que chez moi, ça va être un effort de pouvoir le faire et que ça soit bien fait. Alors qu'à la fois, il y a aussi cette autre part de moi qui cohabite et que au travail ou dans d'autres domaines où, pour le coup, ben, ça me demande pas d'effort quand je vais devoir ranger l'ordinateur, quand je vais devoir euh, faire mon cabinet tout propre. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui me coûte. Mais si je me disais, ah bah non, moi je suis quelqu'un d'ordonné, en fait, les gens ils me riraient, MC, tu rigoles ou quoi? Donc là, je serais dans le déni de moi-même finalement et dans la non-reconnaissance de cette part de moi qui, je ne sais pas pour quelle raison, encore, j'ai pas analysé le truc, mais a besoin d'avoir un peu de bazar. Si, je pense que je sais, c'est une part, je pense, pas d'immaturité, mais de. Il y a encore une part de moi qui essaye de grandir, mais qui se conforte en étant encore en situation d'enfant assisté. Je le vois parce que dans la relation avec ma fille, j'ai tendance à lui faire les choses pour elle, donc je sais d'où elle vient cette part-là. Mais effectivement, je pourrais décider de rester dans le confort en acceptant qu'on continue de faire les choses pour moi. Mais de par le fait que je vois bien que ça ne m'aide pas et que ça ne m'aide pas à aller vers mon autonomie, aujourd'hui je le verbalise et je dis, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je sais que c'est important pour toi de le faire, mais moi ça me rend pas service et si je veux grandir, j'ai besoin que ça reste comme ça. Donc, vous voyez, c'est de se dire que on n'est jamais tout blanc, tout noir, on est toujours un peu des deux. Et l'idée, c'est déjà de reconnaître que. Alors, pour reconnaître d'ailleurs quelque chose de, on va dire, de non louable, j'ai écouté un podcast de Julien Musy qui fait un podcast pour les auto-entrepreneurs et centré aussi sur le développement personnel. Et il a dit une phrase qui m'a beaucoup, du coup, je pense qu'il m'a aidé à faire cet épisode-là de podcast, c'est qu'en fait il expliquait que les choses par nature elles existent toujours justement par dualité et que au plus vous allez être généreux justement, au plus vous allez être quelqu'un d'égoïste. En fait parce que pour s'équilibrer, la vie a besoin que, comme pour une balance en fait, hein, euh, ça soit à part égale. Et donc au plus vous allez être courageux, au plus vous allez avoir des moments où vous allez être avec un poil dans la main et feignant, quoi. Vous voyez, c'est ces deux parts, elles existent enfin, les unes après les autres. En fin de compte, elles s'alternent. Donc, et j'aime beaucoup cette idée-là parce que ça évite qu'on reste dans une seule case. Aujourd'hui, on aime beaucoup mettre des étiquettes, on aime beaucoup mettre des, on aime mettre les gens dans des cases parce que c'est plus facile pour se repérer, mais finalement, c'est pas la réalité à mon sens. On est autant de facettes. Il y a autant de facettes de notre personnalité qui nous définissent qu'il y a de part en nous finalement. J'avais regardé avec ma fille, parce que je pense que dans mon âme, je suis un peu une grande enfant dans l'âme, et je l'assume très bien pour le coup. On a regardé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, le dessin animé Kung Fu Panda. Alors je pense que c'est le numéro 3 puisque je crois que je viens de voir que le 4 va sortir au cinéma, donc c'est très probablement le 3. C'est le film où Po, donc le panda, qui a été adopté par une famille d'oies, en fait, retrouve son père panda et renoue en fait avec sa famille de pandas. Et en fait, il ne sait plus qui il est. Et donc, pour ceux qui suivent Kung Fu Panda, donc il fait du Kung Fu. Et donc, l'art martial du Kung Fu demande justement à être centré à l'intérieur de soi. Donc, je trouve que ça reprend aussi très bien ces notions de développement personnel et de spiritualité. Et en fait, son maître Kung Fu, qui était une tortue, une vieille tortue, je me souviens pas son prénom, est décédé. Et donc, dans un espace-temps, en fait, dans un espace justement de méditation profonde, va-t-on dire, il se retrouve à dialoguer avec ce maître kung-fu. Et en fait, il sait pas, tout le long du film, la thématique du film, c'est autour de qui je suis. Et en fait, à la fin, donc pour pas vous spoiler ou pour ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont pas vu, je vous encourage à le regarder et je m'excuse par avance de vous spoiler la fin du film. Pour ceux qui l'ont vu, vous saurez de quoi je parle. Mais à la fin, et c'est un peu la morale un peu du film, c'est qu'en fait, il est à la fois
une oie dans l'âme, puisque du coup il a reçu l'enseignement et les valeurs et l'éducation en fait au travers d'une personne qui était une oie, mais il est aussi à la fois dans sa génétique et dans sa biologie un panda, et il a le droit d'aimer les deux. C'est pas parce que, vous voyez, il y a aussi cette notion de croyance et de contrat de fidélité, parce qu'il a été élevé par une oie, et peut-être qu'il y a une part de lui qui se sentirait en fait légitime et que ça serait normal qu'il appartienne à cette famille-là, mais il a aussi le droit d'être l'autre. Et je trouve ça hyper intéressant dans la manière dont c'est transmis aux enfants, parce que c'est tout à fait ça. Vous avez le droit à la fois d'aimer votre famille, et à la fois, si vous avez envie pour vous et pour vous épanouir d'aller voyager à l'autre bout du monde, vous avez le droit aussi. Vous voyez, et ça ne veut pas dire que parce que vous partez à l'autre bout du monde, vous n'aimez pas votre famille, c'est simplement que vous avez le droit aussi de vous aimer vous, même si ça ne correspond pas à la manière de le faire, ne correspond pas à ce que votre famille aurait aimé pour vous. Enfin, voyez un peu l'idée de ce que j'essaye de... J'espère que vous voyez, si je suis pas assez claire, n'hésitez pas à venir m'écrire surtout, parce que je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Mais c'est de trouver cette voie qui est la vôtre, d'équilibre entre toute cette dichotomie. Euh, il y a des moments, c'est comme les enfants, il y a des moments à l'école, ils vont être excellents, ils vont briller. Et il y a des moments dans certaines matières, ils vont être nuls. Mais comme nous, nous, il y a des trucs sur lesquels on va mettre la pâtée à tout le monde. Et à la fois, il y a des exercices ou des épreuves qui vont nous demander, qui vont nous challenger, qui vont pas venir faire appel à quelque chose de facile pour nous, et on va être les derniers, quoi. Et c'est ok. Ça veut pas dire que on est nul. Et le cerveau et le mental a tendance à ne retenir que, enfin, en majorité, ce qu'on a à améliorer, en oubliant ce qui est bon, ou à vouloir se présenter aux autres parce que c'est beaucoup plus louable de paraître être une bonne personne, que du coup on va pas forcément parler de nos défauts. Ça me fait penser à une discussion que j'avais avec une amie, je crois, sur par exemple la séduction, où finalement, la séduction, on est dans quelque chose, à mon sens, d'égotique, puisqu'on essaye de montrer la meilleure version de nous-mêmes euh, pour plaire à l'autre, finalement. Si on lui plaît pas, on a l'impression que c'est grave et que c'est nous qui sommes pas assez aimables, mais en fait, on peut juste pas plaire à tout le monde. Et puis, vous savez, ces sites de rencontres avec ce système de match et tout, on coche des cases, on voit, il y a des espèces d'algorithmes et tout, d'accord. Mais en attendant, euh, finalement, est-ce que vraiment c'est important pour vous que la personne vous voit dans votre meilleur jour, ou est-ce que après dans la vie de tous les jours, quand il va découvrir des trucs, il va peut-être se dire ah bah ça c'était pas, en fait on me l'avait pas montré ça au début. Ou alors est-ce que vous préférez arriver dans toute votre authenticité sans forcément énoncer tous vos défauts et tous les trucs, voyez. Mais à partir du moment où vous allez être à l'aise, vous, avec le fait d'avoir ces fonctionnements-là, il n'y aura pas de faille quant au fait d'en parler aux autres, parce que ça vibrera plus la peur d'être percé à jour. Vous voyez ce que je veux dire? On dit ce qui fait le plus peur, c'est d'être mise à nu. Ça demande beaucoup de courage de se mettre à nu. Mais à la fois, c'est là où on est dans l'authenticité et où pour le coup, vous êtes le plus raccord avec vous-même. Vous êtes raccord avec votre âme, avec ce que votre âme vibre, et vous n'êtes pas dans le personnage qui essaye de raconter une histoire, l'histoire qu'il aimerait qu'il arrive. Vous voyez ce truc. Je dis pas que d'entrée il faut tout balancer, son histoire et tout. Il y en a peut-être qui le font, ça marche pas, peu importe. Mais l'idée c'est de trouver la justesse avec ça. De ne pas faire croire à l'autre qu'on est une version A, alors qu'en fait on sait très bien au fond de nous, mais juste parce qu'on se dit non, non, vaut mieux pas qu'il le voit, je vais lui dire que je suis une version B. Parce qu'au final, dans tous les cas, au bout d'un moment, ça va finir par sortir. Et sauf que bah, peut-être entre-temps, vous vous serez attaché à l'autre et puis vous direz en fait comment je vais sortir de ça, quoi. Donc, je crois qu'on a tout à gagner à ouvrir les yeux sur toutes nos parts de nous, qu'elles soient qu'on les juge belles ou qu'on les juge moins belles. Et souvent, en plus, on se rend compte que quand on en parle aux autres, ces parts, quand on a le courage d'enfin aller voir et d'aller les assumer, ces parts-là de nous, en fait, on se rend compte que quand on en parle à l'autre, le jugement de l'autre est beaucoup moins dur que celui qu'on avait nous vis-à-vis de ça, avec nous-mêmes. Véridique.
Et mon frère, quand on avait cette discussion, il m'a dit, ben oui, je dis la seule chose c'est est-ce que tu l'assumes ou est-ce que tu l'assumes pas. Et je lui disais, il me dit oui, mais moi j'assume, moi je parle de tout. Je dis, est-ce que vis-à-vis de mes parents, de nos parents notamment, je lui dis, est-ce que à papa et maman, tu leur dis vraiment tout, tout. Il me dit, Et là je l'ai vu rigoler. Il savait très bien que c'était pas le cas parce que derrière, il y a une part de lui qui n'assume pas encore qu'il soit comme ça. Et donc, comme il veut pas décevoir, comme on veut jamais en général décevoir nos parents, on n'a pas envie de leur assumer les conneries qu'on a fait ou les petits trucs pas très louables, vous voyez, parce qu'en plus on sait que ça va pas rentrer dans leur système de valeurs. Vous voyez, moi j'ai des tatouages. Ma mère, quand j'ai fait mon premier tatouage, m'a dit c'était tellement terrible pour elle dans son système de croyance et de système de valeurs que pour elle le tatouage c'était quelque chose de non admis. Et quand je lui ai dit que j'allais faire mon premier tatouage, elle m'a dit si tu le fais, je suis plus ta mère. Et on en a parlé il y a peu avec elle. Je lui ai dit tu te rends compte maman à quel point c'était violent de dire ça. Je dis alors que finalement j'étais majeure, c'était mon corps, j'avais le droit finalement d'en faire ce que je veux, mais parce que ça ne rentrait pas dans ton système de valeurs, tu m'as jugée comme étant une mauvaise fille entre guillemets parce elle associe ça sûrement à quelque chose de négatif. Mais c'est sa croyance. Et donc j'en ai fait plein des tatouages entre temps, enfin j'en ai fait plein, j'en ai 4 ou 5, je sais plus, j'ai arrêté de compter. Et à chaque fois, bon, c'était toujours difficile pour elle, mais parce que moi aussi, j'étais pas encore alignée. Vous voyez, il y avait une part de moi qui en avait envie, mais je l'assumais pas pleinement parce que je le faisais pour moi, mais j'avais peur encore que mes parents ne m'aiment plus. C'était cette croyance que j'avais, parce que blessure d'abandon, parce que ce qu'on veut, ou blessure de rejet aussi. Et donc, il y a eu une fois où je ne l'ai pas dit, et puis finalement, ça a fini par se découvrir. Enfin voilà. Et le dernier que j'ai fait en fin d'année dernière, j'ai mis quelques mois à le dire. J'ai pu le cacher pendant quelques mois. Et un jour, je me suis dit non, en fait, MC, tu ne peux pas te dire adulte et tu ne peux pas te dire être ok dans la relation avec tes parents si tu n'es même pas capable de leur dire ça. Et donc un matin, j'ai pris mon courage à deux mains, c'est le cas de dire, je suis sortie de ma zone de confort, Du coup, il y a toutes mes parts de moi qui s'étaient fait rejeter par sa mère parce qu'elle avait fait un tatouage et tout qui était en complète PLS, qui disait mais qu'est-ce que t'es en train de faire. Mais je savais que si je voulais avancer, il fallait que je le fasse et je lui ai dit écoute maman, voilà, j'ai besoin de te parler. J'ai reconnu que pour elle ça allait être douloureux, je lui ai dit je sais que pour toi ça risque de pas être quelque chose de très chouette. Mais voilà, sache que je me suis fait un tatouage, enfin c'était pas un, c'était deux. Et je lui dis voilà, je t'en parle parce que j'ai pas envie d'être dans le mensonge vis-à-vis de toi, j'ai envie d'être alignée par rapport à moi aussi et par rapport au fait que c'est quelque chose qui vibre pour moi. Je lui ai expliqué la signification, peut-être un peu pour me rassurer. Et puis voilà. Et au final, ça s'est très bien passé, mais parce qu'avant ça, je me suis bien dit, MC, de toute façon, ça c'est quelque chose que tu as voulu faire parce que tu l'as fait par amour pour toi. Et ta maman, elle t'aime. Et dans tous les cas, même si ça lui fait pas plaisir, elle t'aimera toujours. Donc, vous voyez, c'est comme ça finalement qu'on arrive à faire coexister tout ça. Tout comme, du coup, j'ai des tatouages, mais à la fois, je sais pas, ce qu'on associe au tatouage ou pas. En termes d'opposé, vous voyez, j'essaye de trouver l'opposé. Euh, à la fois quand on me voit, on dirait pas que j'ai des tatouages, vous voyez, parce que je crois qu'on associe un espèce de stéréotype aussi aux gens qui sont tatoués, bon, qui est en train d'évoluer, mais là on est encore sur une croyance, vous voyez. Mais c'est quelque chose de moi que j'assume parfaitement. Je suis tatouée sur la moitié du corps et c'est carrément ok pour moi. Ils font partie de moi, c'est une partie de mon histoire, et aujourd'hui je m'en excuserai pas. Quand je suis en maillot de bain, le regard des gens sur ça, je ne le vois plus. J'oublie même presque que je les ai, tellement ils font partie de moi. Vous voyez, ça fait partie des choses que j'assume de moi. Ça te dérange, ben, je suis navrée. On en parle si tu veux de pourquoi ça te dérange, à quoi ça te renvoie, mais moi, ça ne me bouge plus aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, c'est trouver quelle est ma juste place, quel est mon juste système de valeurs, à quel moment aussi mon système de valeurs est trop rigide, auquel cas en fait à quel moment je me protège de vivre de l'injustice, et comment si je peux le faire évoluer, comment je peux l'assouplir, voilà. Mais déjà, la première chose c'est vraiment d'assumer, je crois, et il y a aussi cette notion de responsabilité, c'est-à-dire que je fais quelque chose parce que ça répond à une part blessée chez moi. Peut-être que je sais que ça va faire de la peine à quelqu'un d'autre,
mais j'en assume la pleine responsabilité. Vous voyez, c'est reprendre aussi sa part de responsabilité et ne pas dire ouais bah de toute façon, par exemple sur le tatouage, j'aurais pu dire de ma mère par exemple que bah elle a qu'à être plus ouverte d'esprit, que truc, que machin. Là en fait j'aurais été dans le personnage encore parce que j'aurais pas été dans la prise de responsabilité. J'ai pris la décision de faire ce tatouage au risque qu'effectivement, je connais ma mère, je l'aime telle qu'elle est, au risque de la décevoir. Si elle avait été déçue ou qu'elle avait décidé de ne pas me parler pendant 3 jours, euh, la non-responsabilité aurait été d'insister, d'aller la voir, de lui dire mais quand même, tu peux pas m'en vouloir pour ça, c'est mon corps, machin truc. MC, tu sais très bien que c'est quelque chose qui risque de lui faire de la peine, donc tu le fais par amour pour toi, d'accord, mais tu assumes les conséquences et tu prends la responsabilité des conséquences que ça va avoir derrière. Vous voyez. Et c'est important de reprendre sa part de responsabilité. Voilà. Je pensais pas parler aussi longtemps sur ça. Je sais pas si ça vous aide, je sais pas si ça vous éclaire. Cette notion de responsabilité et d'assumer, elle est pour moi hyper importante. Quand je parle d'assumer, c'est prendre ses responsabilités en fait. C'est juste ça. Je me trompe, je fais quelque chose de pas bien, j'en ai honte, je le dis pas, je le cache. Le jour où ça sort en fait, et ben même si ça pique, même si c'est inconfortable à l'intérieur de moi, même si j'ai honte, même si c'est quelque chose d'écrasant, eh bien, je crois que c'est de mon devoir de prendre la responsabilité d'eux et de me dire, ok, bah maintenant je vais retrousser les manches, je vais arrêter de faire l'autruche et je vais aller voir du coup euh, cette, euh, cette autre extrême que j'avais oubliée qui existait ou que j'ai pas voulu voir et en fait je vais aller l'assumer, qu'il y a une part de moi qui est comme ça. À même titre qu'elle s'équilibre avec une autre part qui est très chouette. Voilà. Mais comment voulez-vous pouvoir savoir que quelque chose est bien si on n'a jamais connu le mal? Vous voyez, les choses, elles existent toujours en balance. Pour qu'il y ait du moins, il faut qu'il y ait un plus. Et le plus sans moins, on ne sait pas que c'est du plus. Pour qu'on puisse savoir apprécier le soleil, il faut forcément qu'on puisse passer par des jours où il y a un peu de pluie et où ça soit, vous voyez, ça nous plombe un peu plus le moral. Et la pluie, elle est essentielle pour que les arbres puissent ensuite pousser grâce justement à la lumière du soleil. Vous voyez, tout est... En fait, c'est comment j'envisage que la dualité puisse faire partie de mon quotidien et de mon environnement. Voilà, tout ne pourra pas toujours être bien. Il y a besoin qu'il y ait des choses un peu moins chouettes pour qu'on puisse savoir apprécier ce qu'il est. Donc voilà, c'est comment je fais évoluer mon système de valeurs par rapport à ça et comment je décide de me percevoir et pour être au plus juste et au plus authentique avec moi-même et au plus dans l'amour de moi-même. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais perdre le fil et ça fait trop d'infos. Donc voilà. J'espère que ce contenu vous aura été utile, qu'il vous permet de trouver des éclairages aussi qui vont être plus personnels pour vous. Parce que l'idée, c'est que par ce contenu, en fait, j'essaie de vous transmettre mes clés de compréhension, qu'elles résonnent pour vous et qu'après, du coup, vous puissiez en fait les utiliser comme bon vous semble et les retranscrire après dans votre quotidien pour continuer à avancer vers vous-même, vers votre authenticité justement. Et, euh, et voilà, chaque jour. Et vous accepter et arriver à vous donner de l'amour dans les jours où vous êtes en lumière, mais aussi dans les jours où vous sentez que vous êtes dans ce que vous jugez moins lumineux, mais qui vous constitue aussi et qui est en fait tout aussi beau parce que derrière, ça répond à un manque d'amour. Et qui dit manque d'amour dit que vous allez pouvoir aller en mettre en plus. Et ça, c'est chouette. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis, alors j'ai pris un peu de retard, je me suis décalée, je suis désolée. Je sais pas si ça sera 15 jours, 3 semaines, mais dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour le 10e épisode. Je vous fais des bisous, prenez bien soin de vous, bye bye.